Et voilà. C'est bon, Francis, ça fonctionne. Parfait. Donc, bonjour, je me présente, je suis Francis Chartrand, je suis le secrétaire général au syndicat. Je t'accompagne aujourd'hui de ma collègue Christine Leduc, qui est secrétaire archiviste. Donc, pour un autre rendez-vous syndical sur l'heure du dîner. Comme à l'habitude, le contenu, c'est moi qui fais la présentation, mais le contenu a été travaillé là, avec ma collègue Christine. Donc, aujourd'hui, on va parler du régime de congé à traitement différé. On a eu plusieurs questions là, dans les dernières semaines concernant ce régime. Donc, on veut un peu le regarder là, pour répondre à la panoplie de questions qu'il pourrait avoir sur ce type de congé. On va parler aussi de l'équité salariale. On va parler aussi également de la négociation qui s'amorce avec la fin de la convention collective qui arrive dans très, très bientôt. Donc, débutons avec le congé à traitement différé. Donc, le congé à traitement différé, ce que ça vise, en fait, c'est d'étaler dans le temps notre salaire pour se permettre d'avoir un congé qui va être rémunéré. Je vais vous donner, vous allez voir à la diapositive suivante, je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, le régime, la durée du régime, il doit être de 2 à 5 ans et la durée du régime inclut la partie que la personne elle est en congé. Donc, le régime est de 2 à 5 ans, la partie congé du régime doit être de 6 à 12 mois et ça doit être des mois consécutifs. Donc, vous ne pouvez pas le séparer en plusieurs mois, donc vous devez le prendre d'un coup, le congé. Dans le cas d'une personne qui voudrait retourner aux études à temps complet, il est possible pour cette personne-là de prendre un congé de moindre de 6 mois. Donc, ça pourrait être un congé de 3 à 5 mois, encore une fois, consécutif. Et dans le cas des personnes à temps partiel, il est impossible de prendre le congé dans le début du régime, il doit absolument être pris à la fin. Donc, une fois que la personne a payé son congé, elle peut le prendre. Avec un exemple plus concret. Donc, vous voyez, Monsieur El Pivot désire prendre un congé d'une période de 12 mois à partir du 1er janvier 2024. La durée du régime est de 5 ans. Donc, là, vous voyez avec le tableau, vous voyez que la personne, si elle prend un régime de 5 ans et une durée de congé de 12 mois, vous voyez qu'on arrive à 80 %. Donc, pendant le 5 ans au complet, la personne va recevoir 80 % de son salaire, autant quand elle va travailler que la partie qu'elle ne travaillera pas. Donc, c'est vraiment une répartition sur 5 ans de salaire. Donc, la personne, elle va travailler 4 ans sur 5, elle va avoir une année de congé. Donc, pour l'ensemble du 5 ans, elle reçoit 80 % de son salaire. Donc, la personne part le 1er janvier 2024, elle prend son congé au début. Dans ce cas-là, la personne serait temps complet. Elle revient de son congé le 2 janvier 2025 et continue d'être payée à 80 % pour rembourser la partie où elle a été rémunérée en congé jusqu'au 31 décembre 2028. Dans le tableau que vous voyez, là, qui se retrouve là, dans la convention collective, pour référence, toute la question du congé à traitement différé se retrouve à l'article 34 de la Convention collective nationale. Donc, ce tableau-là que vous voyez se retrouve tel quel dans la Convention collective et je vais essayer sur il y a une partie où la durée dure 3, 4 ou 5 mois. C'est évidemment, ça, c'est uniquement dans le cas d'une personne qui retournerait à l'école à temps complet, pourrait obtenir un congé de seulement 3, 4 ou 5 mois. Mais évidemment, sinon, si ce n'est pas le cas, vous devez minimalement prendre un congé de 6 mois. Maintenant, les conditions d'obtention du régime. Donc, il y a plusieurs conditions. Premièrement, vous devez absolument être détenteur ou détentrice d'un poste, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Vous devez minimalement avoir 2 années de service au CIUS. Vous ne pouvez pas être en sans solde, en congé sans solde ou
en période d'invalidité quand le régime débute. Vous devez faire une demande formelle dans laquelle vous devez indiquer le moment que le régime débute, le moment que le régime se termine, le moment que votre congé à l'intérieur de votre régime débute et le moment à lequel votre congé à l'intérieur du régime se termine également. Vous devez par la suite le faire approuver par votre gestionnaire et l'envoyer via une requête web là, ou à l'adresse indiquée là, si vous n'avez pas la possibilité de faire une requête web, il y a l'adresse courriel là, du guichet que vous voyez. Maintenant, on va passer à quelques modalités du régime. Donc, quand vous êtes pendant le régime, même si vous cotisez, si vous complétez le régime, pendant le régime, vous cotisez moins parce que vous cotisez moins à votre régime de retraite parce que vous cotisez un pourcentage de votre salaire et donc votre salaire est réduit pour financer votre partie congé. Donc, vous cotisez moins, mais ça n'a pas d'incidence sur les prestations du régime de retraite, de votre régime de retraite. Dans le cas qu'il y aurait un bris de contrat, là, c'est différent. Dans ce cas-là, vous pouvez racheter les cotisations de moins que vous avez payées pour pas que ça ait d'incidence sur vos prestations à votre retraite. Donc, c'est important, mais ça, c'est vraiment si vous ne complétez pas le régime au complet pour X raisons. On va voir le bris de contrat plus tard. Dans ce cas-là, vous devriez rembourser les cotisations payées en moins si vous voulez que ça n'ait pas d'incidence sur votre régime de retraite. Pendant que vous êtes sous le régime, autant pendant la partie que vous travaillez que pendant la partie que vous êtes en congé, l'ancienneté, elle est conservée et continue de s'accumuler comme si vous étiez au travail. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les différents congés prévus à notre convention pendant la partie congé du régime? Donc, pour les congés de maladie, vous continuez à les cumuler pendant que vous êtes en congé et lorsque vous les prenez, ils sont payés au taux du pourcentage qui est choisi. Donc, là, je vous réfère au tableau qu'on a vu au début. Donc, dans notre exemple avec M. Pivot, lui, il était payé à 80 à cause du type à cause des qui avait choisi 12 mois de congé sur 5 ans. Donc, ça faisait en sorte qu'il était payé à 80 Donc, quand il prend un congé de maladie, il va être payé à 80 pour cette journée-là, évidemment, si c'est une personne à temps complet, évidemment, parce qu'on se rappelle que les personnes à temps partiel n'ont pas de congé maladie. Même chose, vacances et congé mobile en psychiatrie. Donc, on cumule pendant le congé, on continue de cumuler. Par contre, pendant le congé, on est réputé avoir pris ceux qui arrivent pendant le congé. Donc, on cumule pour quand on revient, mais on prend ceux qu'on a déjà cumulés. Encore une fois, payés sont le pourcentage qu'on a choisi là. Je réfère encore au tableau qu'on a vu plus tôt. Pour les autres congés avec solde, toujours la même logique, payé selon le pourcentage choisi. Mais le congé, il est réputé avoir été pris s'il est pendant votre période de congé. Donc, vous êtes en congé pendant 1 an, on revient à M. Pivot, mais quand il y a un congé férié, mais il est réputé, c'est comme si vous l'aviez pris. Donc, vous ne le cumulez pas pour quand vous revenez, c'est réputé, c'est comme si vous l'aviez pris à ce moment-là, même si vous étiez en congé. Si pendant le régime, vous décidez de prendre un congé sans solde, vous pouvez. Cependant, le congé sans solde doit être de moins d'1 an. Pendant le congé sans solde, le régime est suspendu et prolongé de la même durée. Donc, vous avez pris, comme M. Pivot, un congé sans solde, pas un congé sans solde, mais un congé à traitement différé, pardon, de 5 ans, sur une durée de 5 ans. Si vous prenez un congé sans solde d'1 an, il est juste repoussé, donc le régime va s'être étalé sur 6 ans au total. Si
c'est un congé partiel sans solde. Évidemment, comme le régime il est suspendu, pendant cette partie-là, la personne elle va être payée à 100 pour les journées qu'elle travaille. Pour la personne qui est en congé partiel sans solde. Même chose, il est reporté de la même durée. Si vous décidez de prendre un congé sans solde d'1 an ou plus, automatiquement, le régime prend fin et c'est un bris de contrat. On verra le bris de contrat par la suite. S'il advient un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou encore un retrait préventif. Si le congé arrive pendant la période de contribution, donc ça, c'est la période pendant laquelle vous travaillez à salaire réduit dans le but de financer votre congé. Dans ce cas-là, le régime est suspendu pour la durée du congé et prolongé de la même durée par la suite quand vous revenez, à l'instar du congé sans solde. Pendant ce congé, les prestations sont établies comme si vous étiez à temps complet, comme si vous ne partiez pas au régime, donc n'est pas établi sur votre salaire réduit, mais bien sur le salaire que vous auriez si vous n'aviez pas adhéré au régime de traitement différé. Si jamais vous avez un retrait préventif, même chose, le régime est suspendu et prolongé de la même durée que la durée du retrait préventif. Même chose. Bris de contrat. Donc, si un bris de contrat pour démission, ça pourrait être congédiement, ça pourrait être retraite, ça pourrait avoir plusieurs raisons. Pendant la durée. Donc, si un bris de contrat, lorsque le bris de contrat arrive, si le congé a déjà été pris, la personne va devoir rembourser l'employeur au prorata de ce que l'employeur lui a avancé comme fonds, comme argent. Si c'est le contraire, si le congé n'a pas été pris, dans ce cas-là, c'est l'employeur qui va devoir de l'argent à l'employé parce que l'employé va avoir été payé, supposons, dans notre exemple, à 80 dans le but de financer un congé, mais finalement, il n'aura pas le congé. Donc, l'employeur va rembourser sans intérêt, notamment. Dans les deux cas, c'est toujours sans intérêt la partie que l'employé n'a pas été payé. Si le bris de contrat arrive pendant le congé, bien là, évidemment, ça dépend de la situation. Ça se peut que tout dépendant de où se situe le congé à l'intérieur du régime, si c'est au début, si c'est à la fin, si c'est au milieu, ça peut faire en sorte que c'est du cas par cas. Ça pourrait être dans un cas que c'est l'employé qui doit de l'argent à l'employeur ou le contraire, ça pourrait être aussi l'employeur qui doit de l'argent à l'employé. Aussi, parler tantôt de la possibilité de prendre un congé sans solde pendant le régime. Il faut faire bien attention, le contrat, la durée du régime ne peut pas dépasser 7 ans. Donc, si vous étalez le régime, ton exemple, quelqu'un qui tomberait en arrêt de travail, si le régime dure plus de 7 ans, automatiquement, le contrat est brisé et la clause 1, 2 ou 3 qu'on voit ici s'applique automatiquement. Donc, il est impossible que ce soit sur plus de 7 ans. Qu'est-ce qui arrive avec les assurances collectives? L'adhésion au régime d'assurance maladie de base est maintenue obligatoirement pendant le congé et l'employé doit payer la partie de l'employeur. Donc, l'employeur, je crois, paye environ 5 par paye, entre 5 et 10 là, maintenant, par paye. Donc, ça devient à la charge de l'employé pendant la partie de congé. Et à moins, évidemment, que la personne soit exemptée puisqu'elle est assurée avec les assurances de la personne conjointe, par exemple. La personne peut maintenir l'adhésion aussi aux autres options, si elle a pris d'autres options, des options pour le dentiste, etc. C'est pour les assurances. Qu'est-ce qui arrive si vous voulez obtenir un poste pendant que vous êtes en congé du régime à traitement différé? Bien, il faut que le congé que vous avez pris se termine à l'intérieur de 30 jours à la suite de l'obtention du poste, parce que vous devez absolument rentrer en poste dans un délai maximal de 30 jours suivant votre nomination. Sinon, le poste ne vous sera pas octroyé.
C'est ce qui termine la partie sur le congé à traitement différé. On va passer à la partie sur l'équité salariale. Donc, on va vous montrer un petit vidéo explicatif de la loi sur l'équité salariale, comment ça fonctionne. Donc, je vais lancer un petit vidéo d'environ 5 minutes. Juste à ça, tu me diras, Christine, si vous le voyez bien apparaître. Tranquillement. Oui. On n'entend pas le son, par contre. Vous n'avez pas le son? Non, on n'a pas le son. Oh. Hmm. OK. Comment j'ai fait pour partager le son? Habituellement, dans tes... dans les, Tantôt, ça fonctionnait pourtant. Attendez, désolé, on va trouver une solution. Au pire, continue, passe par-dessus, puis au pire, ce que je vais faire, je vais trouver l'information Francis en attendant. Là. OK, d'accord. À moins que quelqu'un puisse... ça. Je ne comprends pas ce que tantôt on l'a testé puis ça fonctionnait. D'habitude, c'est quand on se met à partager quelque chose que là, c'est là qu'il nous demande si on le partage avec le son. Mais c'est comme caché. Okay. Bonjour, monsieur Samuel Sicard. Tantôt, j'étais en mode partagé puis ça fonctionnait. Désolé de l'imbroglio. OK. Ils disent lancer et rejoindre le Zoom. Cliquez sur partager l'écran dans la fenêtre de barre d'outils de la réunion. Sélectionnez le programme ou le bureau que vous souhaitez partager. Cochez l'option partager l'audio en bas à gauche de la fenêtre de sélection du partage. Je ne vois pas ça. Je n'ai plus d'option partager l'audio. Je ne vois pas c'est où. Ah, bon, écoute, au pire, on reviendra après. Puis... De toute façon, de toute manière, quand on va vous l'envoyer par... on va vous l'acheminer par courriel. On vous mettra le lien. Vous allez pouvoir le visionner. Là. Bon, désolé. En fait, on voulait vous présenter, en fait, le but de ça, c'était qu'on voulait vous présenter la vidéo pour que vous compreniez bien c'était quoi l'équité salariale, puisqu'on lance là, une campagne. Là, vous avez sûrement, plusieurs d'entre vous commencé à voir, là, il y en a plusieurs personnes dans l'équipe syndicale qui ont commencé à faire les tournées pour vous distribuer là, les petits foulards que vous voyez là, que vous voyez sur l'image, donc des petits foulards turquoise. Donc, on est pour plusieurs types d'emplois de notre catégorie. En fait, on est la seule catégorie qu'on a des plaintes en équité salariale de 2010. Donc, on parle de il y a très, très longtemps qui ne sont toujours pas réglés. Donc, vous voyez, il y a différents types d'emplois qui sont toujours à régler là, pour les plaintes d'équité de 2010. Donc, on lance une campagne intersyndicale, donc STFP, la Fédération de la santé des services sociaux de la CSN, le syndicat québécois des employés de services, qui est un autre syndicat affilié à la FTQ également. On lance une campagne intersyndicale là, pour cette cause-là. Après 12 ans, c'est toujours pas réglé. C'est dans les mains de la CNESST en ce moment. On espère arriver à un règlement avec le Conseil du Trésor. Donc, conjointement donc avec les autres syndicats, une campagne dont tous les mercredis, là, on portera
le chandail que vous voyez aussi que vous avez déjà reçu, ainsi que le foulard. Donc, on vous encourage à le porter. Même si vous êtes en télétravail, vous pouvez le porter pour un sens visible pendant les rencontres, là, si vous avez des rencontres en visioconférence pendant votre travail. Aussi, point important, c'est qu'il faut séparer la négociation de l'équité salariale. C'est vraiment deux choses distinctes. L'équité salariale, ça découle d'une loi, là, comme vous allez pouvoir voir là, quand vous allez pouvoir regarder le petit vidéo qu'on voulait vous montrer. Donc, c'est vraiment deux trucs qui sont séparés. Ce n'est pas en lien avec la négociation de la convention collective. Aussi, on a un petit concours, donc on vous encourage à vous, les mercredis, quand vous allez les porter, à vous prendre en photo, soit vous avec votre équipe, et à nous les faire parvenir. Nous, on va utiliser ça peut-être sur notre page Facebook, sur différents réseaux, puis vous pourriez gagner un petit prix. Je vais me permettre, quelques personnes nous disent là, qui n'ont pas reçu le foulard et le chandail. Donc, les foulards sont encore en train d'être distribués. Il nous en manque encore quelques-uns. On a fait des démarches là, pour essayer d'en avoir plus pour que justement tout le monde puisse en avoir un. Pour ce qui est des chandails, si effectivement vous ne les avez pas reçus, c'est sûrement qu'on a fait toutes les installations. Ça se peut très bien là, que vous n'étiez pas là ou absent ou peu importe. Donc, écoutez, communiquez avec nous, puis ça va nous faire un plaisir d'aller vous en porter un ou d'en acheminer un. Pour ce qui est des foulards, comme je vous dis, la tournée, elle n'est pas complétée. Pour ce qui est du vidéo, ce que je vais faire, parce que c'est une vidéo qui est vraiment hyper intéressante, si vous êtes d'accord, je vais la mettre dans le chat, comme ça vous allez pouvoir l'écouter à votre convenance. Donc, c'est ce qui nous amène à l'autre point de la négociation. Donc, juste avant de parler de la négo, juste m'assurer pour que les gens saisissent bien. Donc, il y a deux, vous entendez souvent parler, il y a deux conventions, la convention collective locale, la convention collective nationale. La convention collective locale, il y a 26 matières, 26 points qui sont négociés de manière locale. C'est prévu dans la loi. C'est comme ça. En fait, la convention collective, elle vient convenir des modalités d'application de la convention nationale. Donc, comment on attribue les vacances, je donne des exemples, là. Comment, quand sont les journées de congé mobile, quand sont les journées fériées aussi, comment on attribue des postes, etc. Donc, on est beaucoup dans l'application, donc dans le comment. Et dans la convention collective nationale, qui, elle, est négociée à l'échelle de la province, donc avec, d'une part, le Conseil du Trésor et d'autre part, le comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, comme on appelle le CPN 3S. Dans ce cas-là, on parle beaucoup plus du combien. Donc, quand on parle des vacances, on va dire combien qu'on a droit de jours de vacances dans une année. Ça va être dans la Convention nationale. Dans la locale, ça va être comment on les prend, ces vacances-là. Donc, juste pour bien distinguer les deux conventions, puisque la négociation qui s'entend concerne la Convention collective nationale. Celle-ci, la négociation nationale, pour rendre ça encore plus compliqué, elle est négociée en deux parties. Donc, on a la première partie qu'on appelle communément la table centrale. Cette partie-là, il y a front commun. Donc, c'est-à-dire que la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS, donc 4 syndicats, se sont regroupés ensemble pour négocier ensemble pour les clauses qui concernent la table centrale. Donc, les clauses de la table centrale sont négociées directement avec le Conseil du Trésor. Ça concerne les salaires, le régime de retraite et les droits parentaux, congé de maternité. Aussi, les autres clauses de la Convention collective nationale, eux, sont négociées à l'échelle sectorielle, donc secteur santé, secteur éducation séparément. Sur cette table-là, il n'y a pas front commun. Chaque syndicat négocie séparément ces clauses-là. Donc,
C'est ce qui est négocié en ce moment. Donc, la table centrale en front commun et la table sectorielle, qui est les autres clauses de la Convention nationale, sont négociées. En ce moment, ça débute. La Convention collective prend fin le 31 mars de cette année. Donc, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de convention collective de signer, il n'y aura pas d'augmentation salariale, là, comme on est habitué d'avoir souvent au 1er avril. Donc, tant que ce n'est pas signé, on n'aura pas. Il n'y en aura pas. On vous transmet beaucoup des infos négos. On espère que vous les consultez. Infos négos, vous les recevez par courriel. C'est pour vous tenir au courant de où en est la négociation. Donc, on continue. Je pense qu'on a déjà envoyé 3 ou 4 déjà. Là. Autant il y en a qui viennent du Front commun qu'il y en a qui viennent de la FTQ. Donc, ça, on va continuer là, à vous les transmettre. Aussi, il va y avoir plusieurs activités, actions de mobilisation, manifestations qui vont s'en venir. On veut vraiment que vous participiez parce qu'on a besoin de se mobiliser si on veut obtenir une bonne convention collective. S'il y en a d'entre vous qui êtes intéressés à vous impliquer, peu importe de quelle façon vous désirez vous impliquer, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous voulez vous impliquer, parce que c'est une journée qu'on fait des actions, vous voulez vous impliquer, nous aider, peu importe. N'hésitez pas là, vraiment à nous écrire, à nous appeler, puis on va pouvoir voir là, comment on peut vous intégrer, mais on n'a jamais trop de bras. Et avant d'arriver à la période de questions, donc 3 petits points là, dans les actualités syndicales. On voulait faire un rappel là, sur les certificats médicaux. On entend encore parler de plusieurs fois des gestionnaires qui demandent des certificats médicaux directs aux employés. On vous rappelle que les certificats médicaux, si on vous en demande un, vous n'avez pas d'obligation de le faire parvenir à votre gestionnaire. Vous pouvez le faire parvenir uniquement à la gestion de la présence au travail. Votre gestionnaire ne pas savoir les raisons de votre consultation, qui vous avez consulté, si vous avez un diagnostic, ça ne le regarde pas. Aussi, on rappelle que les gestionnaires ne peuvent pas demander de manière systématique pour toute absence des certificats médicaux. On sait qu'on a un enjeu là, dans un secteur de l'informatique avec ça. Donc, on rappelle, là, ça peut pas être systématique, sinon c'est abusif. Ça avez le droit quand même de vous absenter. Il y a quand même des journées de maladie prévues à notre convention collective. Pavillon La Fontaine. Donc, le pavillon La Fontaine, c'est le pavillon qui est en biais de l'hôpital Notre-Dame, donc le 1311 Sherbrooke maintenant, le 1311 Sherbrooke-Est. Donc, l'ancien pavillon de la santé publique, maintenant, c'est l'ensemble des ressources humaines y est regroupé. Donc, comme vous avez peut-être pu voir dans notre journal, on revendique d'avoir un local dans ce pavillon-là, puisque nous avons dorénavant beaucoup de membres avec la centralisation des ressources humaines. Donc, on est probablement autour de 300 personnes là, de notre catégorie dans ce site-là. Donc, on revendique d'avoir un local à cet endroit. Donc, vous avez pu nous voir mardi. Mardi, on a fait la distribution de tracts. Aujourd'hui, nous sommes présents là, toujours à la salle numéro 6 dans le sous-sol. Vous pouvez venir nous voir. On semble avoir eu de l'écoute du côté de l'employeur. On attend un retour. Ils nous ont dit qu'on aurait probablement une possibilité d'avoir un local et qu'on devrait avoir des nouvelles d'ici la fin février. Donc, on espère avoir un retour positif rapidement parce que c'est important pour nous là, de pouvoir avoir un local aussi dans ce site-là, vu que c'est devenu le deuxième site d'importance dans notre catégorie. C'est le deuxième site après l'hôpital Notre-Dame où on a le plus de monde. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et finalement, je voulais faire un petit rappel aussi que le télétravail, on n'est plus en pandémie. Donc, le télétravail ne peut pas être obligatoire. Donc, s'il y a des personnes qui ne veulent pas être en télétravail, qui préfèrent travailler au bureau, sur leur site, à leur port d'attache, c'est possible de le faire. Et si vous avez des problèmes, on vous invite à communiquer avec nous parce que l'employeur ne peut pas vous imposer de travailler à la maison. C'est ce qui met fin à la présentation. Donc, on va arriver à la période de questions. Rappelons Francis, juste un petit moment.
On dirait que j'ai perdu mon... OK. Est-ce que ça l'a arrêté? Est-ce que vous m'entendez? Enregistrement. Non, non, non,